Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité. Stanislas Guérini, bonjour. Bonjour à vous. Attaque à la préfecture de police de Paris, incendie à Rouen, urgence climatique, grogne sociale, retraite, immigration. Le Premier ministre Édouard Philippe s'attache donc aujourd'hui dans le JDD à apaiser ce qu'il appelle les inquiétudes des Français. Alors comment y parvenir? Quelle réponse aux critiques des oppositions et aux attentes des Français? Et puis dans ce contexte, à 5 mois des élections municipales, comment pour Emmanuel Macron et la majorité, et pour vous qui êtes le patron du parti majoritaire, comment renouer avec la martingale gagnante de 2017? Mais pour commencer, bien entendu, l'attaque terroriste à la préfecture de Paris, est-ce que cette tuerie djihadiste au cœur de la police n'ébranle pas la France et la République? C'est sûr qu'elle pose question. Elle pose question sur notre capacité à relever les dysfonctionnements, à remarquer ce qui sont parfois des signaux faibles, les remonter, les analyser, pour pouvoir justement mieux prévenir la radicalisation. Et cette fois-ci, la radicalisation terrible au cœur de l'autorité. C'est un séisme pour la France, pour la République, pour le gouvernement? C'est évidemment extrêmement marquant. Et je voudrais avoir évidemment une pensée pour les familles des 4 victimes, pour la personne qui est blessée aujourd'hui, et puis avoir aussi une pensée pour ce jeune policier de 24 ans qui a mis fin à la course terrible du terroriste en l'abattant. Cela faisait 6 jours qu'il était en stage à la préfecture de Paris. C'est un héros, il faut le saluer. Mais je pense qu'au-delà de cette émotion, il faut évidemment s'interroger, et je crois que c'est ce que le Premier ministre a annoncé aujourd'hui, sur notre capacité à mieux repérer justement ces dysfonctionnements. C'est pour ça qu'il a lancé 2 missions, une qui va concerner la préfecture de police elle-même, l'autre qui concernera tous les services de renseignement, pour qu'en notre sein, chez ceux qui luttent justement contre bien souvent le terrorisme, ils ne puissent pas avoir ce genre de dérive. Donc c'est ce qu'a dit justement Édouard Philippe dans le JDD, ce qu'a précisé aussi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au 13h de TF1. Et justement, Christophe Castaner, qui est donc la cible de l'opposition, Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Marine Le Pen ou encore Nicolas Dupont-Aignan, réclame la démission du ministre de l'Intérieur, qui s'est donc défendu point par point tout à l'heure au 13h de TF1, après que le Premier ministre lui ait renouvelé sa confiance. Est-ce que l'autorité du ministre de l'Intérieur n'est pas entachée? Non. Je ne le crois pas une seconde. Pourquoi? Je pense que Christophe Castaner a, depuis le début de cette affaire, pris entièrement ses responsabilités. Et notamment... Avec des déclarations peut-être un peu maladroites? Non. Je crois qu'il est venu s'exprimer au moment même où les faits étaient connus. Il est venu sur place. Et puis, il a répondu aux questions qui lui étaient posées. Il a répondu à ces questions avec tous les éléments d'information, justement, dans un souci de transparence et de vérité qui est attendu du ministre de l'Intérieur. Il a donné tous les éléments qui étaient en sa possession au moment où il s'exprimait. Mais je fais remarquer que dans son expression, il dit aussi que l'enquête est ouverte et qu'il faudra faire confiance à cette enquête au moment où il s'exprimait et demain. Et il y a eu des nouveaux éléments par la suite qui ont été apportés. Pourtant, mais quand j'entends l'opposition... Alors justement, une question. Donc ces dirigeants de l'opposition, ces députés, disent Castaner démission. Vous dites quoi? Bien, je dis que c'est extrêmement inquiétant. Pourquoi? De voir que, désormais, systématiquement, la voix de l'extrême droite et la voix de la droite dite républicaine se mêlent. Je vois des responsables républicains qui ne font que le pâle écho de l'extrême droite, en voulant créer de la polémique politicienne, là où, au contraire, nous devrions avoir l'unité de la nation. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'à chaque fois, pour des arrière-pensées politiques, je ne vois pas d'autre raison que cela. Je pense qu'aujourd'hui, la droite républicaine est perdue. Elle n'a plus de projet clair, de projet économique. Et donc, elle fait la course, bien souvent, à l'échalote avec l'extrême droite, en appelant dans des théories les plus complotistes, en à chaque fois dénonçant un manque de vérité. C'est tout le contraire qui s'est passé là. Le ministre de l'Intérieur est dans son rôle. Il a donné des éléments, avec à chaque fois les éléments d'information dont il disposait au moment où il s'est exprimé. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur. Et je crois que c'est bien irresponsable, de la droite notamment républicaine de notre pays, que de jouer ce jeu-là dans un moment où justement nous devons, face à ces attaques terroristes, faire l'unité de la nation. C'est le jeu que recherchent les terroristes. Nous diviser, jouer sur les fractures de notre société. Eh bien, nous, notre responsabilité, les progressistes, parce que nous sommes en responsabilité aujourd'hui, nous devons lutter point par point, ne pas se voiler la face, lutter contre la radicalisation, mieux prévenir justement, mais ne pas tomber dans ces dérives de division. Pourquoi vous dites complotisme de la part de ces dirigeants qui demandent... Parce que quand je les entends dire que le ministre de l'Intérieur ment
ne dit pas la vérité, eh bien cela me semble irresponsable. Et je dois avouer que ce matin, cela me met en colère de les entendre comme cela, parce que ce n'est pas une attitude responsable et républicaine que d'agir comme cela. Vous devez être encore plus en colère quand vous entendez que même du côté de La République En Marche, donc le parti que vous dirigez, la cote de Christophe Castaner n'est plus au beau fixe. Le ministre de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités, a ainsi déclaré ce matin même, ce dimanche matin, sur France Info, Éric Pouillat. Qui est Éric Pouillat? C'est un député LaREM de Gironde, co-rapporteur du rapport parlementaire sur les services publics face à la radicalisation. Est-ce que c'est une manière légitime de contribuer au débat pour un député de votre parti et de sous-entendre ainsi que Christophe Castaner doit démissionner? Écoutez, je n'ai pas entendu son intervention, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Il a dit ça. Exactement. Quand on dit ça, attendez, on précise les choses pour nos éditeurs. Quand on dit le ministre de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités, ça veut dire il doit prendre la porte, il doit démissionner ou être démissionné. Eh bien, si c'est ce qu'il a voulu signifier, je le dis, si c'est ce qu'il a voulu dire, cela me semble être une bêtise et une mauvaise position. Une bêtise ou une faute? De le dire. Non, une bêtise ou une faute? Je préfère en discuter avec lui, voir ce qu'il a vraiment voulu signifier. Mais si effectivement c'était le sens de son expression, je crois que c'est une bêtise. Et ce n'est en aucun cas, vous l'entendez ce matin, ma position. Je crois que nous avons un ministre de l'Intérieur qui est parfaitement légitime, qui mène depuis des mois une tâche extrêmement difficile. Il le fait bien et il a tout le soutien de notre majorité. Je voudrais qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce point. Vous dites que c'est une bêtise, mais on va se demander autour de vous, au sein même de votre parti, du groupe LaREM à l'Assemblée, si Éric Pouillat a toujours sa place au sein du groupe majoritaire de l'Assemblée. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a un propos de ce type, on me pose toujours la question de la place dans le groupe, est-ce qu'il faut exclure, etc. Encore une fois, je ne vais pas me précipiter pour commenter les propos que je n'ai pas entendus. Il dit à peu près ce que disent les leaders de l'opposition. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on régule ou un groupe parlementaire, c'est la mission de Gilles Legendre, ou un mouvement politique. Je pense qu'il faut avoir des expressions claires, une ligne claire. Vous avez face à vous le patron de La République En Marche. Je crois que c'est ce que je fais avec vous ce matin. Mais cette campagne, parce que cette campagne contre Christophe Castaner, donc elle vient d'abord de ses députés, de ses dirigeants de l'opposition, et puis quelque part aussi de la part de ce député Éric Pouillat, ça vise aussi quelque part Emmanuel Macron. Encore une fois, je ne crois pas que ça soit son intention. Là, vous parlez des députés, mais les autres, oui. Oui, ce que je vois, c'est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui une opposition, parce qu'elle n'a pas de projet bien défini à proposer, qui essaye de faire feu de tout bois et qui s'accroche à chaque polémique, à chaque affaire, parfois flirtant effectivement avec ce qui s'apparente parfois à du complotisme, renforcé encore par le rôle des réseaux sociaux pour essayer de déstabiliser, d'affaiblir notre majorité. Eh bien nous, notre responsabilité, c'est de ne pas nous laisser dériver de la voie qui est la nôtre, c'est-à-dire celle du redressement de notre pays, celle de la transformation de notre pays. Et je n'ai pas le temps pour ces politiques, pour ces polémiques politiciennes et pour cette politique politicienne. Mais là, vous dites polémique politicienne concernant ces déclarations, ces demandes de démission de la part de l'opposition de droite, mais quand même, Éric Pouillat, et après on passe à un autre sujet, donc qui dit le ministre de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités. Quand on va vous entendre, on va dire, les auditeurs, les commentateurs vont dire, Stanislas Guerini, il a peur de prendre ses responsabilités, de taper du poing sur la table et de faire la leçon à ce député. Écoutez, j'espère que mes propos ne souffrent d'aucune ambiguïté avec vous ce matin. Vous l'avez entendu. Après, je ne suis pas non plus fan de me jeter sur le moindre propos qui est prononcé dans une antenne un dimanche matin. Si tel doit être le cas, j'en discuterai, j'échangerai avec mon collègue député. Mais je crois que mon rôle, c'est d'affirmer une ligne politique clair, et c'est ce que je fais avec vous ce matin. Avant de parler des questions de fond concernant cette tuerie et l'état de la police, cette tuerie de la préfecture de police et l'état de la police, une question qui nous conduit à parler de ce qui va se passer à l'Assemblée éventuellement. Christophe Jacob demande une commission d'enquête parlementaire sur ce qu'il appelle l'affaire de la préfecture de police. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous y souscrivez? Je crois qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a ce type d'affaires de polémique, maintenant, c'est devenu une sorte de sport national pour l'opposition de demander des commissions d'enquête parlementaire. À chaque fois, c'est la réponse, le réflexe pavlovien. Il faut absolument une commission d'enquête parlementaire. Donc vous y êtes contre? Moi, vous êtes contre. Je suis très réservé sur cette option-là. Je vais vous dire pourquoi. Je crois qu'on est dans un contexte sur la préfecture, sur les services de renseignement, qui est un contexte qui bien souvent touche
à la défense nationale et notamment au secret défense. Et donc je crois qu'une commission d'enquête parlementaire serait bien en difficulté, justement parce que le sujet de l'affaire est circonscrit à des questions de secret défense, à pouvoir justement faire toute la lumière sur cette affaire. Il y a une enquête qui est en cours. Le parquet antiterroriste a été saisi de cette question-là. L'Assemblée nationale peut bien évidemment auditionner le ministre de l'Intérieur ou son secrétaire d'État. Certainement, il faudra le faire pour que la représentation nationale puisse poser directement les questions au ministre de l'Intérieur. Cadre, par exemple, Est-ce bien nécessaire d'avoir une commission d'enquête ? J'en doute. Dans le cadre, par exemple, de commissions qui traitent de ces sujets-là. Évidemment, mais c'est une possibilité qui est bien évidemment déjà ouverte. Ministre de l'Intérieur, secrétaire d'État, éventuellement les chefs des services de renseignement, le préfet de police. Tout à fait, et c'est une possibilité qui, je le rappelle, pour nos auditeurs, est déjà évidemment ouverte aux parlementaires de la République. Mais vous dites pas de commission d'enquête. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Bien souvent, ces commissions d'enquête sont devenues des sortes de porte-voix pour des postures politiciennes. Je crois que ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ce débat. Et il y a des questions de fond à traiter sur le renseignement, sur les moyens que nous donnons au renseignement, sur la lutte contre la radicalisation. Je crois qu'elles sont plus importantes que de créer justement des polémiques politiciennes. Parce que quelque part, vous avez un mauvais souvenir de la commission Benalla. Mais on voit bien quel a été au fond son intérêt. C'était de faire le plus de bruit possible. C'était de déstabiliser de la façon la plus efficace possible cette majorité. Oui, en l'état, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai le souvenir de l'été 2018. Je crois que ces questions de renseignement, ces questions de lutte contre la radicalisation sont trop importantes pour jouer ce jeu-là. Alors, là, une question de fond, faut-il étudier la possibilité d'une éventuelle rétention administrative des fichiers S, donc les plus dangereux, comme l'avait proposé Manuel Valls en mai-mars 2018, après l'attentat djihadiste qui avait eu lieu dans l'Aude. On voit bien que c'est une proposition qui ressort là aussi de façon automatique. Non mais là c'est Manuel Valls qui l'avait proposé. Dès qu'il y a ce type de polémique. Oui, mais je vois bien que nos oppositions, la droite, l'extrême droite, reprennent systématiquement ce type de position. Je pense pour ma part que c'est bien mal connaître l'utilité des fichiers S que de faire cette proposition. C'est un outil de renseignement. C'est un outil de renseignement qui dépasse d'ailleurs largement la question de la lutte contre la radicalisation. Retirer cette possibilité-là de pouvoir surveiller des individus sur lesquels il n'y a évidemment pas de condamnation, mais il y a des suspicions, ça serait retirer un instrument très important pour les services de renseignement. C'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Pechnard qui est, je crois, un bon spécialiste de ces questions-là. Donc, hors de question. Et donc, je pense qu'à chaque fois, ce sont des fausses pistes qui font très bien, qui sont très ronflantes quand on les présente sur une antenne, mais qui, je crois, ne donneraient pas d'efficacité. Vous savez ce qui donnerait plus d'efficacité ? C'est quoi ? C'est par exemple de recréer plus de postes dans les services de renseignement territoriaux. Ces 10 dernières années... Avec un contrôle initial. Mais ces 10 dernières années... Sur les personnes qui seraient recrutées. Mais bien entendu. Il y a un suivi de leur trajectoire. Et c'est l'objet d'ailleurs des missions que le Premier ministre a données sur les services de la préfecture et de l'ensemble des services de renseignement. Mais la première difficulté de ces services, c'est le manque de moyens, c'est le manque de moyens humains. Et donc ce que nous faisons, et ce que nous faisons depuis maintenant 2 ans et demi, c'est au contraire de recréer des postes. 1900 seront créés sur la durée du quinquennat dans les services de renseignement territoriaux qui avaient été déplumés dans les quinquennats précédents. Ça, c'est peut-être moins ronflant, c'est peut-être une annonce qui ne fait pas la une des titres de journaux, mais il me semble que c'est d'une efficacité bien plus forte. Alors il y a aussi le cas du salafisme, Stanislas Guérini. Le tueur de la préfecture de Paris, Michael Harpon, était en contact avec la mouvance salafiste. Ce n'est pas une invention, c'est le procureur qui a indiqué ça hier. Ce qui confirme une nouvelle fois les dangers de ce mouvement fondamentaliste de l'islam sunnite. En mars 2018, on parle encore de Manuel Valls, il avait plaidé, donc après l'attentat djihadiste qui avait eu lieu dans l'Aude, pour une interdiction du salafisme. Est-ce que c'est réalisable ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, comment lutter contre le salafisme ? Il faut évidemment lutter. Qui est à l'origine de nombreux attentats djihadistes. Et de la radicalisation de Là aussi, je crois qu'il faut être très clair et très responsable. Il faut évidemment lutter contre le salafisme. C'est une dérive, effectivement, et un dévoiement, d'une certaine façon, de l'islam, qui est une idée dangereuse. Mais dans la loi française, dans la Constitution française, on ne peut pas interdire une idée. On peut lutter contre ses conséquences. On peut lutter, y compris par la loi, contre les actes dangereux qui proviendraient de cette idée-là.
mais on ne peut pas interdire une idée. Et je crois que c'est très important de, à la fois, renforcer notre arsenal législatif pour lutter contre la radicalisation, et nous le faisons dans les actes, mais de ne pas tomber dans ce qui nous ferait sortir de l'état de droit qui fait aussi l'honneur de ce pays. Le salafisme, un danger pour la démocratie ? Bien, je crois que ça entraîne des dérives qui, effectivement, et c'est très visible dans un certain nombre de quartiers notamment, sont un danger parce qu'elles viennent mettre en danger le fondement même de notre démocratie. Et donc, je crois qu'on doit être intraitable, mais mener cette bataille culturelle, cette bataille aussi dans les actes. Vous savez, depuis l'année dernière, on le dit très peu, mais il y a un bon nombre d'établissements qui ont été fermés. 4 établissements cultuels, 4 écoles qui étaient en dehors justement des écoles privées hors contrat, 7 mosquées, 8 associations culturelles, quasiment 90 lieux de boissons dans lesquels on voyait qu'il y avait des dérives justement radicales. Bien ça, c'est l'action de cette majorité. Au-delà des grandes paroles, au-delà des mots, nous agissons. Nous agissons aussi, et je le dis parce que c'est très important, à l'école. C'est évidemment une bataille. Quand je dis qu'il faut mener cette bataille culturelle, c'est une bataille pour l'éducation. Et donc, le fait de créer une cellule pour justement que la laïcité soit préservée à l'école, ça permet d'agir concrètement. Depuis que cette cellule a été mise en place, c'est 350 professionnels qui justement veillent à ce qu'il n'y ait pas de dérive sur la laïcité. Ce sont plus de 1000 actes qui, justement, n'auraient pas été repérés avant. Et ça, c'est la mère de toutes les batailles. Elle doit se jouer aussi à l'école. Alors, au passage, ça a un rapport avec ce qui s'est passé à la préfecture de police. Le slogan « Couteau en céramique » a été tagué hier par des militants qui occupaient le centre commercial Italie 2, en référence donc à l'attaque de la préfecture de police, dans laquelle 4 policiers ont donc été assassinés par un couteau. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Sincèrement, du dégoût. Je pense que c'est un scandale absolu. Nous parlions il y a quelques instants de personnes décédées, de leurs familles. Je ne sais pas comment des individus peuvent avoir un cerveau si détraqué pour 2 jours plus tard inscrire sur les façades d'un centre commercial « couteau en céramique » en référence à l'individu qui a assassiné ces personnes-là. C'est très grave et je crois que nous devrions être unis, que toute la classe politique devrait être unie pour dire que ces gens-là sont des cerveaux malades et des détraqués. Je ne fais pas d'amalgame en disant cela. Gens qui étaient, Ce ne sont pas évidemment toutes les personnes présentes. Ce ne sont pas évidemment une manière de mettre tout le monde dans le même sac. Mais quand même, il faut être ferme sur cette notion-là. Nous ne pouvons pas accepter collectivement de telles inscriptions, de telles dérives. Et je vois bien souvent, malheureusement, une classe politique qui est bien encline à dénoncer le gouvernement, mais un petit peu moins prompte à dénoncer ce type de pratique. Est-ce que vous faites référence, par exemple, au tweet de soutien de Madame Simonet, je ne me souviens plus de son prénom, Daniel Simonet. Oui, j'ai vu. Qui a soutenu... Alors, ceux qui ont soutenu l'inscription couteau en céramique. Qui a soutenu l'occupation de ce centre commercial. Bien, je trouve cela irresponsable. Qu'est-ce que c'est que l'occupation d'un centre commercial ? Bien, c'est le fait d'empêcher de travailler des commerçants. C'est d'empêcher de travailler des salariés qui sont bien évidemment dans des situations où quand ils travaillent le week-end ont besoin de ce revenu-là. C'est de favoriser le fait de mettre des gens au chômage. Mais c'est complètement n'importe quoi, cette manière de soutenir l'occupation de centres commerciaux. Je pense que là aussi, il ne faut pas tout mélanger. Il y a du grand n'importe quoi dans les propos de Daniel Simonet et je pense que nous devrions aussi les dénoncer. Alors, est-ce que des événements comme celui-ci, donc la tuerie de la préfecture de police, ne rendent pas encore plus dangereux des discours comme celui de Zemmour ? Alors, on voit bien. Malheureusement, ou alors, est-ce qu'elles ne peuvent pas, dans une partie de la population, accréditer son discours ? Je pense que le discours d'Éric Zemmour n'a besoin d'aucun événement pour être dangereux et pour être dénoncé. Je pense qu'il y a dans son discours une partie de son discours qui doit être non seulement dénoncée, mais combattue, y compris par la loi. Parce que quand j'entends Éric Zemmour dire que nous sommes d'une certaine façon dans une situation de colonisation, que les jeunes Français, je ne sais pas à qui il fait référence, devraient se battre pour sortir de cette situation de décolonisation. Mais ça s'appelle un appel à la haine. À la guerre civile ? Et c'est un discours qui doit être combattu
y compris par la loi. Une enquête a été ouverte pour incitation à la haine. Et je crois que c'est bien légitime. Et donc, nous devons là aussi combattre ce type de propos. C'est une dérive sous couvert d'union de la droite. Mais, excusez-moi, mais quelle blague! Ce n'est pas l'union de la droite, c'est la légitimation, je l'ai regretté, à l'antenne d'une chaîne d'infos en continu, qui s'est excusée depuis et qui, par ailleurs, fait du bon travail, je pense, à LCI. C'était une erreur. Mais c'est une légitimation de ces discours de haine racistes, et je pèse mes mots, qui doivent être combattus de tous les aspects possibles, politiquement et judiciairement. François Hollande qui disait c'est une banalisation du pire. Je pense qu'il avait parfaitement raison. Dans ce contexte, alors il y a ce débat sur l'immigration demain à l'Assemblée nationale. Vous avez d'ailleurs prononcé un discours au nom de la République en marche. Est-ce que ce débat tombe vraiment au bon moment ou est-ce qu'il n'arrive pas plutôt au pire des moments? Pardon, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets. La transition est un peu rapide parfois entre des sujets de radicalisation et le sujet de l'immigration qui embrasse une réalité qui est évidemment bien plus riche mais c'est la question que qu'on va se poser, celle-là. hein. Donc non, je crois qu'au contraire, ce débat arrive au bon moment. Pourquoi ? Parce que la France vit une situation particulière. Vit une situation particulière où le nombre de demandeurs d'asile qui viennent demander l'asile dans notre pays augmente de façon très régulière. À un moment où c'est exactement le flux contraire en Europe. Il y a moins de personnes qui viennent en Europe demander l'asile. Donc, nous devons nous poser des questions sur notre modèle, alors, justement, d'asile. C'est un bon moment, pardon Frédéric Aziza, mais juste pour bien, justement, je pense que c'est important de donner le contexte à ce débat. C'est un bon moment pour poser ce débat, parce qu'il y a un contexte européen qui est en train de changer lui aussi. Il y a une nouvelle commission qui se met en place. Nous avons maintenant beaucoup plus de leviers au Parlement européen. C'était tout l'objet de cette élection, parce qu'il y a un nouveau gouvernement en Italie. L'Italie est un pays de premier accueil qui a été justement sous forte pression. C'était le gouvernement populiste qui a montré son inefficacité. Eh bien, je pense qu'il y a là justement une fenêtre de tir pour discuter de ces questions et le faire de façon ambitieuse et justement volontariste. Très rapidement, parce qu'il reste peu de temps et il y a beaucoup de questions à vous poser. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ? En clair, est-ce qu'il faudra instaurer une politique de quotas ? Et puis comment, puisque vous parlez de l'Europe, comment harmoniser les procédures et les conditions d'accueil en Europe ? Faut-il revoir les conditions d'accès à l'AME et à la CMU pour des personnes en situation irrégulière en France ? Bien, qu'est-ce que j'attends de ce débat ? J'attends qu'il permette d'objectiver les choses. Parce que quand on débat d'immigration, il y a beaucoup de fantasmes qui sont posés. Objectiver les choses, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, dire ce qui marche un peu mieux dans notre pays. Et ce qu'on a pu faire depuis 2 ans. Jamais on n'a créé autant de places d'hébergement justement pour accueillir les réfugiés et les demandeurs d'asile. Jamais on a mis autant de budget sur ces questions-là. On a voté une loi qui nous donne des meilleurs outils justement pour à la fois mieux intégrer les personnes à qui on donne l'asile et mieux reconduire celles qui ne peuvent pas bénéficier de l'asile dans notre pays. Mais il faut aussi dire la vérité, dire ce qui ne fonctionne pas. Malgré tous ces efforts, oui, il y a encore beaucoup de gens à la rue. C'est insupportable pour eux, c'est insupportable pour les personnes qui vivent ces situations. Dire la vérité, c'est dire aussi que le système européen ne fonctionne pas bien. Je crois donc, que le système de Dublin est arrivé au bout de sa logique, est aujourd'hui à bout de souffle. Et donc, je souhaite qu'à travers ce débat, nous puissions effectivement poser ce qui sont les grandes lignes d'une stratégie en matière de politique migratoire. Ça veut dire quoi une stratégie en matière de politique migratoire ? Ça veut dire qu'il faut bien évidemment préserver l'asile dans notre pays. Mais si on veut bien préserver l'asile, le droit d'asile, il faut le droit d'asile. Il faut revoir et passer au crible tous les dispositifs qui traitent de droit d'asile, donc notamment la CMU et l'AME. Bien entendu, l'AME, la CMU, pour se dire que s'il y a des abus, s'il y a des dérives, s'il y a des dévoiements de ces dispositifs, parce que nous voulons les maintenir, les sanctuariser, alors nous devrons effectivement corriger notre droit, y compris au regard du droit européen. Ça veut dire quoi, poser les grandes lignes d'une stratégie ? Ça veut dire que ce sujet-là, de l'immigration, il doit être approché de façon beaucoup plus riche, beaucoup plus transversale. Aujourd'hui, on a une vue qui est très focalisée sur les questions d'asile et d'ordre public. Je crois que les questions d'immigration, elles traitent aussi les questions de logement, d'emploi, d'affaires étrangères, de santé. Et donc, moi, je souhaite qu'on puisse réfléchir à l'organisation de nos administrations aussi dans le pays. On va vous dire que vous faites ça pour concurrencer Marine Le Pen et le Rassemblement national. Moi, vous savez, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que jamais les extrémistes n'aient dans ce pays à traiter de ces questions-là. Je me rappelle de la campagne des élections européennes. Je me rappelle des propos de Jordan Bardella, qui disait que un enfant
de migrants, parce que, y compris, ils seraient en situation irrégulière en France, ils ne devraient pas être soignés? Eh bien, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que ces gens-là n'arrivent jamais au pouvoir pour mettre justement en action leurs idées folles. C'est pour ça que vous emparez de ce dossier. C'est notre responsabilité, c'est pour ça que vous emparez de ce dossier. Nous les humanistes, oui. Nous les progressistes, de traiter ces questions sans tabou ni totem, de dire la vérité, de dire ce qui ne fonctionne pas dans notre pays, pour pouvoir justement corriger ce qui ne fonctionne pas et continuer demain à assumer nos responsabilités, parce que nous aurions su aujourd'hui les prendre, nos responsabilités. Autre dossier d'actualité, après le suicide d'une directrice d'école à Pantin, le malaise s'étend d'autant plus dans l'éducation nationale que le personnel enseignant considère que le gouvernement est sourd à leurs préoccupations. Qu'est-ce que vous leur répondez aux enseignants? D'abord, parce que le cas que vous mentionnez est un cas qui est évidemment dramatique. Et je veux avoir une pensée non seulement pour la famille de cette directrice d'école, mais aussi pour ses collègues enseignants, pour ses élèves, tout simplement. C'est à chaque fois une situation et un drame. La situation des directeurs d'établissement est compliquée, a évolué ces dernières années, avec une somme de responsabilités qui est accrue. Et je pense que nous devons légitimement réfléchir à la condition des directeurs d'établissement dans notre pays. Il y a d'ailleurs une de mes collègues à l'Assemblée nationale, Cécile Rilhac, qui a donné un rapport très récemment au ministre de l'Éducation nationale pour pouvoir justement traiter de ces questions-là. Mais cette majorité, ce gouvernement n'est évidemment pas sourd aux revendications, qui sont d'ailleurs en premier lieu des revendications légitimes et salariales. L'année prochaine, y compris pour les directeurs d'établissement, pour les directeurs et les enseignants. Bien entendu, l'année prochaine, leur rémunération augmentera de 300 € net. C'est une prise en considération de ces questions-là. Par an. Vous avez bien raison. Par an. Ça fait 20 € par mois. Oui, avec un effort particulier qui sera porté sur les enseignants qui sont dans des zones d'éducation prioritaire. Pour eux, c'est 3 000 € net par an de plus. Sur 3 années, en 2020, ça sera la 3e année. Donc, ils auront, par rapport à la situation où nous sommes arrivés en responsabilité, 3 000 € net de plus. C'est un effort considérable. Est-ce que cela est suffisant? Est-ce que cela va jusqu'au bout? Nous devrons nous poser la question, parce qu'il y a une situation dans notre pays où les enseignants sont effectivement moins bien payés que nos partenaires européens pour cette politique qui doit être une politique prioritaire. Et ça fait des années, ça doit être une question, évidemment, et nous corrigeons les choses, et c'est fait avec Jean-Michel Blanquer. On doit avancer. Le débat sur la laïcité aussi à l'école a été relancé suite à la publication par la FCPE d'une affiche représentant une femme voilée avec un enfant et ce texte, oui, je vais en sortie scolaire, et alors la laïcité, c'est la FCPE qui écrit ça sur son affiche, c'est d'accueillir à l'école tous les parents sans exception. Une affiche à visée électoraliste, puisqu'elle s'insère dans le cadre de la campagne de la FCPE en vue des élections prochaines de leur représentants. Qu'est-ce que ça vous inspire, Stanislas Guerini? Là aussi, il faut d'abord dire la loi. La loi, c'est que quand on est un parent et qu'on est un parent voilé, on a le droit d'accompagner ses enfants à l'école, d'accompagner ses enfants dans des sorties d'école. Oui, mais c'est quand même très important de poser les choses. Il n'y a pas de remise en cause de ce droit-là. La laïcité, c'est l'État qui est laïque, ce n'est pas la société. Et donc, le droit, c'est qu'on a le droit de le faire. Est-ce que c'est une bonne idée d'en faire un argument de campagne dans les élections de syndicats? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais je veux dire aussi que je suis tout autant choqué par les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Vous faites allusion à Laurent Bouvet? Oui, j'ai Vous les mettez dans le même bain, Laurent Bouvet, la FCPE? En tout cas, je crois que ce sont répondu deux prises de position oui. qui, d'une certaine façon, abîment le débat apaisé que nous devons avoir sur la laïcité. Quand je vois des affiches avec caricaturales, avec des djihadistes qui disent « j'ai le droit de venir à l'école », bien c'est aussi extrêmement choquant. Alors, on avance. L'actualité de ce dimanche est aussi cette manifestation anti-PMA de la Manif pour tous, à laquelle se sont joints quelques dirigeants, peu nombreux d'ailleurs, aux élus de LR, comme François-Xavier Bellamy, Guillaume Larrivé ou Julien Aubert. Il y a aussi quelques élus du Rassemblement national. Eh bien, qu'est-ce que cela vous inspire? Et puis, qu'est-ce que vous leur répondez quand ils disent qu'ils craignent une légalisation de la GPA à travers le vote de la PMA? Bon, d'abord, cela m'inspire que chacun a le droit de manifester et de donner son opinion de façon pacifique. Ça me semble légitime. Je crois que depuis le début de ce débat très important, bioéthique, sur notamment la question de la PMA, nous avons réussi à mener un débat qui respecte tous les points de vue.
Et c'est très important de continuer à le faire comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas d'opposition à ce que des gens qui, dans leur intime conviction, soient opposés, puissent manifester. Ceci dit, il faut faire attention à ne pas raconter n'importe quoi dans le débat. Et je vois notamment la tentation de certains qui voudraient nous faire croire que la question de la GPA, sur laquelle la majorité est extrêmement claire, ne figurera pas dans le texte. Eh bien, ceux qui veulent faire croire qu'il y a une automaticité du fait de faire la PMA, puis la GPA, etc., ça c'est faux. Alors vous dites c'est faux, mais attendez, une précision. Hein. Pourtant, il y a eu un vote jeudi d'un amendement de députés En Marche, dont le député Touraine, reconnaissant les enfants nés de GPA à l'étranger, qui quelque part nourrit cet argumentaire des opposants à la PMA. J'entends bien. Ma responsabilité, c'est de rappeler que ce sont deux questions différentes. D'abord, il y a la question de la reconnaissance des enfants nés à l'étranger, avec qui a été validée par la Cour de cassation depuis. Avec un cas particulier des époux Menson, que vous savez, je connais, et qui reconnaît la filiation légitime de ces enfants-là. Ça, c'est une question. Et puis, il y a la question de légaliser la GPA. Ce sont deux questions qui sont évidemment différentes, mais pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, eh bien, nous reviendrons sur ce vote qui a été fait dans des conditions un peu particulières pour justement la semaine prochaine réaffirmer et que notre majorité réaffirme que en aucun cas la GPA ne figurera dans ce texte de loi. C'est aussi un message politique à ceux qui voudraient instrumentaliser cette question pour remettre en cause ce qui est une grande avancée que nous allons voter, qui est la PMA pour toutes les femmes seules et les couples de femmes. Alors, autre sujet d'actualité qui contribue à inquiéter les Français, et là on parle de Rouen, c'est 10 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, l'angoisse, la suspicion et la colère contre les autorités demeurent dans la population de cette ville. Sur le thème, on nous cache la vérité. Comment expliquez-vous un tel niveau de défiance immédiat, puisque c'est survenu tout de suite, vis-à-vis des autorités publiques? Bon, d'abord, je comprends les choses parce que pour les habitants de Rouen, ils ont été dans une situation qui était extraordinairement difficile, avec une situation où ils respiraient un air avec des odeurs qui font peur. Et ça, je peux parfaitement le comprendre. Je pense que ces familles, et notamment avec leurs enfants, bien, c'est normal de manifester cette inquiétude. Et alors, ils nous disent, on nous ment. Ce que je vois, il y a une inquiétude qui me semble légitime de la part de la population. Ce que je vois par ailleurs, c'est que le gouvernement, il y a eu de nombreux ministres qui se sont rendus sur place, a systématiquement, et là aussi à chaque étape, dit toute la vérité, en transparence, avec toutes les informations qui étaient en leur possession au moment où ils s'exprimaient. Il y a eu des études, on a attendu d'avoir le résultat des études pour donner justement tous ces éléments-là. Donc je crois qu'il y a eu au contraire une attention du gouvernement à communiquer de façon transparente. Et puis, il y a une classe politique qui, comme bien souvent, essaye, là aussi, d'instrumentaliser les choses. Alors, une précision. Attendez, une précision. On parle de la classe politique qui essaie d'instrumentaliser les choses. Eh bien, justement, Olivier Faure est allé manifester à Rouen, c'était le 1er octobre, avec Yannick Jadot, avec Éric Coquerel, contre la gestion de l'après-incendie de l'usine Lubrizol par le gouvernement. Eh bien, qu'est-ce que cela vous inspire ? Bien qu'il faut être attentif à ne pas avoir une grande coalition dans notre pays des contres. C'est-à-dire vous dites ça au gouvernement ou vous dites ça aux oppositions ? Je dis ça aux oppositions. Ouais. Je pense que aujourd'hui, les oppositions, là aussi, ça rejoint d'autres sujets dont on a pu discuter ce matin, se retrouvent bien souvent non pas sur la construction d'un projet pour... Vous faites le parallèle d'ailleurs entre Rouen et la préfecture de police ? Ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une situation, un drame, une situation difficile, un accident, eh bien, nous avons des oppositions aux aguets pour justement, extrêmement rapidement, crier au complot, crier à l'absence de vérité, crier au mensonge. Eh bien, c'est tout le contraire. Donc vous faites le parallèle, préfecture de police Rouen ? Je vois qu'effectivement, dans les expressions, alors ce ne sont pas toujours les mêmes, c'est en ça qu'il faut être prudent dans le parallèle. D'un côté, c'est les oppositions de droite, et là, à Rouen, c'est les oppositions de gauche. Voilà, donc je crois qu'il faut être attentif, mais il y a un mécanisme qui est commun, qui est non pas de chercher à apaiser, justement, d'avoir la vérité, de rassurer, ce qui doit être le rôle des responsables politiques aussi, mais d'instrumentaliser les inquiétudes qui, elles, sont légitimes, et de tout le temps, systématiquement, chercher à déstabiliser la majorité dans des moments où nous avons besoin non pas de faire de la politique politicienne, mais nous avons besoin de parler en vérité aux populations qui vivent des situations difficiles et qui peuvent être
elle, légitimement Si elle inquiète. cherche à déstabiliser la majorité, ça veut dire que quelque part, la majorité est déstabilisable. Bien, vous le voyez, nous avançons. Nous avançons parce que nous sommes en responsabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, notre majorité est au contraire renforcée par rapport au début du quinquennat. Lubrizol, toujours, comment faire payer Lubrizol? C'est une bonne question. Les dirigeants d'entreprise ont annoncé qu'ils prendraient leur part de responsabilité. Peut-être qu'ils ont tardé un petit peu à le faire. Je crois que ça pose des questions. Cette entreprise est possédée par un des plus grands milliardaires de la planète, Warren Buffett. 83 milliards de dollars de fortune personnelle. Eh bien, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Troisième Oui, moi, fortune mondiale. Oui, je crois, on a dit à la classe politique française qu'elle devait évidemment se rendre à Rouen, venir constater les choses, les difficultés pour la population, pour les agriculteurs notamment. Je pense que le propriétaire de cette entreprise pourrait faire de même. C'est-à-dire, Warren Buffett, vous l'invitez à aller voir ce qui se passe à Rouen? Oui, je pense que ça serait souhaitable. Je crois qu'il pourrait se rendre compte de la déflagration de cet accident industriel sur cette ville, sur cette région, sur ses habitants, sur ses agriculteurs, et peut-être mieux prendre ses responsabilités par la suite, puisqu'il faudra que l'entreprise prenne ses responsabilités, notamment financièrement et dans les dédommagements. Et peut-être transfère cette usine dans une autre région, dans un autre endroit? Bien, ça, c'est à ce stade difficile pour moi de Avec le la dire. gestion aussi des usines Céveso. Hein. Oui, bien entendu. 1300 sur l'ensemble du territoire français. Bien entendu. Ce n'est aujourd'hui difficile pour moi de dire qu'il faut qu'elle déménage ou pas. En tout cas, il faut que les indemnisations soient faites, que toute la chaîne de responsabilité puisse être activée. Et puis ensuite, nous verrons comment reconstruire, déplacer ou pas cette usine. Mais il me semble que ce n'est pas l'actualité immédiate. 6-7 minutes avant la fin de cette émission, pas mal de questions. Les retraites. Emmanuel Macron est redescendu dans l'arène politique en s'impliquant jeudi à Rodez dans le débat sur la réforme des retraites. Est-ce à dire que c'est le seul Emmanuel Macron qui est capable d'incarner la réforme et non plus Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye qui peut-être ne seraient pas au niveau? Non, je ne crois pas. Au fond, la question que vous me posez, c'est celle de l'hyper-présidentialisation, d'une certaine façon. Le pire président est de retour. Mais je pense qu'on se trompe si on fait cette analyse-là. Qu'est-ce que ça serait un hyper-président? Ça serait un président qui déciderait de tout, justement sans concertation, sans écoute, à la place de son gouvernement, de son Premier ministre. Mais c'est tout le contraire. On a un président qui, justement, parce qu'il a ouvert cet acte 2, une façon différente de gouverner en France, au contact des gens, de ce qu'ils ont à nous dire, en écoute, justement, qui joue ce rôle-là. Et c'est normal que le président de la République soit en première ligne pour avoir ces moments d'écoute. Le Premier ministre, Jean-Paul Delevoye, mèneront eux aussi des grands débats autour des retraites dans les mois qui viennent. Mais ce n'est pas un président qui décide de tout. Et justement, cette réforme, elle a été confiée au gouvernement. Le Premier ministre est en première ligne sur cette réforme. Jean-Paul Delevoye, le commissaire, est en première ligne pour la mener. Et donc, je fais la distinction entre un président qui écoute au plus près du terrain et un président qui déciderait de tout. C'est tout le contraire. Et ce n'est pas ça l'acte 2. En tant que patron de La République En Marche, vous devez aussi écouter ce qui se passe sur le terrain. On est à 5 mois des élections municipales, des élections qui s'annoncent difficiles pour votre parti, notamment à Paris, avec la concurrence, la rivalité entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Est-ce que vous croyez possible encore un accord entre les deux candidats avant le premier tour ou pas? Oui, c'est ce que je souhaite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision, qui me semble-t-il être une bonne décision, de ne pas exclure Cédric Villani de notre mouvement politique. Comment auraient traité cette question les partis politiques traditionnels? Par l'exclusion, par la sanction, par la menace. Et ça serait quoi l'accord alors? On a décidé de faire différemment. Ça serait quoi l'accord? On a décidé de laisser la chance au rassemblement, justement, pour que nous puissions partir unis et avoir une chance, une vraie chance de gagner cette mairie de Paris, parce que je pense que ça sera bon pour les Parisiens. Ça serait quoi l'accord? Eh bien, nous avons un bon candidat qui s'appelle Benjamin Griveaux. Il a été investi pour notre mouvement, et par Cédric notre mouvement La Villani dit le République En contraire. Marche. Il dit c'est moi le meilleur candidat. Oui, mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que le candidat investi par La République En Marche, Benjamin Griveaux, fait une bonne campagne. Il met des propositions qui sont des propositions concrètes, du quotidien sur la table. Il fait le rassemblement d'élus qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, des maires d'arrondissement, qui sont des bons maires d'arrondissement aujourd'hui. Eh bien, je pense que c'est la bonne manière de mener cette campagne. Et donc, je suis certain qu'au moment où nous sortirons un tout petit peu
du bruit médiatique, qui se concentre que sur les questions de personnes, sur, au fond, les sondages. Quand on va rentrer dans le dur de cette campagne, mais au bon sens du terme, vous savez, le moment où on parle des propositions, le moment où les Parisiens vont se dire, au fond, qui serait le meilleur maire pour demain, justement, administrer cette ville qui est si mal administrée aujourd'hui. À ce moment-là, je crois que Benjamin Griveaux s'imposera et permettra de rassembler tous ceux qui, au sein de La République En Marche et au-delà de La République En Marche, veulent proposer un autre projet pour notre capitale. Est-ce qu'en fin de parcours, dans les semaines qui viennent, ce ne sont pas les sondages qui vont régler le problème, c'est celui qui sera le plus haut dans les sondages qui sera en définitive. Moi, je l'ai toujours exprimé de façon claire. Est-ce que vous considérez que c'est Benjamin... candidat aujourd'hui et demain qui est investi par La République En Marche. Il s'appelle Benjamin Griveaux. Ça sera jusqu'au bout. Mais je souhaite que l'on puisse rassembler, que la porte reste ouverte à Cédric Villani, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup d'estime, qui je pense porte quelque chose qui est positif, qui d'ailleurs rejoint d'une certaine façon la façon dont on veut mener le projet, avec plus de démocratie participative, en s'appuyant sur la vérité scientifique pour faire justement la transition écologique. Tout ça, c'est un socle commun. Je pense que nous pouvons le porter ensemble. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, rencontrer en même temps Benjamin Griveaux et Cédric Villani pour essayer de parvenir à un accord entre eux? Je suis en contact régulier avec les deux. Oui, mais ensemble, c'est mon rôle à la tête de La République En Marche que de faire cela. Nous verrons le moment venu, mais je vous le redis ce matin, je souhaite effectivement encore aujourd'hui le rassemblement. Je pense qu'il est possible. Alors, une dernière question. Le 21 février dernier, au dîner du CRIF, Emmanuel Macron avait annoncé la mise en œuvre au niveau français de la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Cette définition implique des dispositions qui définissent comme antisémite le fait de tenir collectivement les personnes de confession juive pour les responsables des actions de l'État d'Israël ou le fait de nier le droit à l'autodétermination des Juifs. Emmanuel Macron avait d'ailleurs répété que l'antisionisme était l'une des formes modernes de l'antisémitisme. Alors quand cette annonce du président sera-t-elle suivie d'effet ? Bientôt. J'étais présent aux côtés du président de la République au dîner du CRIF quand il a prononcé ces mots forts qui étaient, je crois, attendus, parce que c'est vrai que quand on entend, notamment sur les réseaux sociaux, sale sioniste, c'est une manière aujourd'hui de manifester son antisémitisme, ça doit être combattu. Et donc, nous aurons une proposition de loi qui est portée par le député Sylvain Maillard, qui sera prochainement à l'Assemblée nationale. Moi, je souhaite que ça puisse être d'ici la fin de l'année. L'année civile ou de l'année parlementaire ? De la session parlementaire, pardon. De l'année civile, que l'on puisse adopter cette résolution. Qui dira quoi ? Qui traduira exactement la définition de l'antisémitisme, incluant l'antisionisme, qui est celle que vous avez rappelée, et qu'il traduira dans le droit français. Il n'y a pas besoin pour cela de modifier le code pénal. Nous pouvons le faire à travers cette proposition de loi. Et puis, c'est quand même l'occasion de rappeler que, parce que souvent il y a de la confusion sur ces questions-là, cette proposition, ce n'est pas l'interdiction de critiquer l'État d'Israël. Oui, parce qu'il faut préciser ses actions. On précise les choses quand même. L'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah considère que l'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Cependant, dit l'IHRA, critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme. Eh bien, c'est bien résumé et c'est exactement ma conviction et ma position aujourd'hui. Donc, proposition de loi avant la fin du mois de décembre. C'est ce que je souhaite. Donc, une proposition de loi défendue par le député Sylvain Maillard au nom de La République En Marche. C'est bien cela. Précisément. Merci Stanislas Guérini d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.